Des salles de classe fermées, une cour d'école transformée en terrain de sport. Nous sommes au tout nouveau collège moderne de Koumassi-Sikoji. Transformé cette année en établissement secondaire, l'école devrait accueillir plusieurs élèves pour la rentrée scolaire 2020-2021. Mais depuis le 14 septembre, date officielle de la rentrée des classes, aucun enseignant n'y a pointé le nez et aucune administration n'y travaille. Les élèves affectés, accompagnés de leurs parents, y viennent tous les lundis pour guetter la moindre présence d'un personnel enseignant. C'est le cas de Moustapha Karambiri, venu accompagner sa fille Fanta, orientée en 6e au collège moderne de Koumassi. Chaque matin on vient, les portes sont toujours fermées, rien n'est fait. L'enfant ne va pas à l'école depuis la rentrée des classes. Mon choix est que vraiment l'école n'a qu'à s'ouvrir, elle n'a qu'à aller à l'école comme tous ses camarades. À l'instar de Fanta et son père, d'autres parents d'élèves y viennent chaque jour. Une situation que déplorent les élèves qui affichent leur souhait de reprendre le chemin de l'école. Tous les gens viennent. Moi, je suis jusqu'au campement, j'ai marché jusqu'à je suis venu ici à personne. Et aussi, ils vont à l'école, nous on est là à la maison, on les regarde seulement, ça nous fait mal aussi, nous sommes venus à l'école. Moi, mon souhait est d'aller à l'école. Je veux juste venir à l'école. Chaque matin, je vois mes camarades venir. Et puis moi, je ne viens pas là. Ça me dérange. Mais pourquoi n'y a-t-il pas d'enseignants ni d'administration au collège moderne de Koumassi, 3 mois après la reprise des cours? Au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'on rassure les parents d'élèves et indique qu'un chef d'établissement ainsi que son adjoint ont été affectés au collège moderne de Koumassi. Les cours devraient y reprendre bientôt. Je pourrais dire aux parents de se calmer. Ils ont les raisons de s'inquiéter. Comme je le disais tantôt, il y a un chef d'établissement qui a été affecté. C'est un adjoint au chef d'établissement est affecté. Et puis nous attendons, n'est-ce pas, l'affectation des enseignants qui va se faire très bientôt. Il y a eu du retard parce que la fonction publique, c'est maintenant que la fonction publique met à nos dispositions les 1028 enseignants qui vont être affectés dans ces établissements. Au ministère de la fonction publique, le directeur général nous donne les raisons du retard accusé dans l'affectation des enseignants. Disons que la fonction publique est chargée de la gestion des ressources humaines de l'État et c'est la fonction publique qui affecte les agents dans les ministères. Cette année, vous le savez, les formations dans les écoles ont été légèrement perturbées en raison donc de la pandémie du coronavirus. Et les dossiers sont arrivés légèrement en retard par rapport aux autres années. Et la fonction publique s'est employée, dès la réception des dossiers, à les mettre à la disposition du ministère de l'Éducation nationale, ce qui a été fait depuis donc, bientôt 2 semaines pour ce qui concerne les sortants de l'ENS. Ce sont au total 8 écoles primaires publiques qui ont été réquisitionnées à Abidjan pour servir de collège. Objectif, augmenter le nombre de salles de classe et éviter ainsi les surcharges dans les écoles. Aucune date officielle du début des cours au collège moderne de Koumassi n'a été communiquée à ce jour. La petite Fanta et son père retournent donc chez eux dans l'espoir que les cours reprennent au plus vite. Biscuits de baobab, granulés de mil au tamarin, tomates concentrées, boissons à base de fruits, nous sommes à l'unité de transformation de Scoop Utile, la société coopérative de l'Union des transformatrices et innovatrices ivoiriennes pour le leadership économique. Parce que quand on a mis au soleil la poussière et tout ça, donc on met là pour faire chauffer, pour débactériser. C'est sur ce site situé à Gonzagueville, cité Cocoterrain, dans la commune de Port-Bouët, que ces femmes de la coopérative œuvrent pour leur autonomisation. Leur créneau, la transformation des produits locaux, dont les céréales. Nous avons travaillé sur l'élaboration de beaucoup de recettes. Il y en a plus d'une centaine, mais à partir de tous les produits locaux, que ce soit les céréales, les fruits de la cueillette tels que le baobab, le tamarin, le néré. Nous avons travaillé avec les céréales, nous avons travaillé avec les féculents, les tubercules, les produits de maraîchers pour sortir des recettes mais qui vont rentrer dans la consommation des Ivoiriens. Parce qu'il faut transformer, mais transformer utile. Ce mardi, elles ont reçu la visite de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, accompagnée du représentant du ministre de la promotion des PME. Occasion pour elles de démontrer leur savoir-faire. Ce sont les flocons de mil. Alors on va dire les flocons d'avoine qui sont faits en Europe. Nous, on les a fait avec nos produits locaux. Donc on a fait les flocons de mil
les flocons de sorgho, blanc, rouge, les flocons de maïs, les flocons de riz. Surnommées les lionnes, signe de leur dévouement pour le travail, ces femmes reçoivent des formations gratuites dans cette unité de transformation afin d'être affectées dans les autres unités de la coopération, dont la maison de la transformatrice de Korogo et de Zionoula, ou de s'installer à leur propre compte. La formation est assez intéressante, c'est quelque chose de nouveau, moi je ne connaissais pas. C'est vrai qu'avant j'en achetais et puis après l'idée de la présidente m'a plu et c'est comme ça que j'ai intégré la SCOOP pour en savoir davantage, pour apprendre un peu plus. Malgré leur volonté de se prendre en charge, les lionnes sont confrontées à des difficultés liées au manque de matériel. Nous avons vraiment besoin du matériel pour travailler. Mais vraiment, c'est d'abord ça notre premier souci. Et puis, il nous faudra aussi un peu de, on va dire un peu de liquide pour faire le fond de roulement. On n'arrive même pas à satisfaire le marché. C'est très frustrant. Miss Belmondo Dogo, qui a fait de l'autonomisation des femmes son cheval de bataille, n'a pas hésité à se mettre à la tâche. Elle est venue répondre à leurs préoccupations. Ça demande de la patience. Hein? Il y a déjà des projets pour les femmes dans la transformation parce que pour nous, le plus difficile, c'est la transformation, ce n'est pas la production. Parce que lorsque nos mamans et nos sœurs produisent, qu'elles n'arrivent pas à écouler la production, ça part en perte. Et amener cette valeur ajoutée au produit, donner une seconde vie à la production, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Et nous venons d'avoir promesse du ministère des Petites et Moyennes Entreprises pour l'accompagnement de ces femmes-là et nous suivrons le dossier avec le ministère. La vente en ligne, leur unique moyen de commercialisation, leur permettait avant la Covid-19 de faire un chiffre d'affaires de 5 millions par mois pour un investissement de 3 millions, un chiffre qu'elles entendent augmenter avec l'aide du gouvernement. Les affranchis du sort, histoire extraordinaire de femmes et d'hommes qui ont vaincu leur handicap. Dans son nouvel ouvrage, la journaliste Agnès Crédy recompose des destins parfois controversés, retrace le long chemin de 20 personnalités qui, malgré leur handicap, ont pu se tenir debout et imposer leur nom dans leurs domaines respectifs. L'idée première, c'est que je voulais croiser des femmes et des hommes qui ont pu se réaliser, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan professionnel. En général, on a des personnes handicapées ou en situation de handicap qui ont des métiers, mais des métiers précaires, qui ont des métiers, mais des métiers limités dans le temps. Et là, j'avais des personnes qui, tout d'un coup, avaient des vies qui s'inscrivent dans une durée parce qu'elles ont la formation, elles ont les moyens intellectuels et les compétences et les capacités pour donc faire face aux responsabilités qui sont les leurs. Paru aux éditions Calcedra, Agnès Crédy veut, à travers ces histoires qu'elle compte, saluer le courage de ceux qui réussissent et changer le regard porté par la société sur ces personnes en situation de handicap. Nous, c'est l'âme, nous, c'est la force mentale, c'est la force morale et c'est ce que ces personnes nous enseignent. Je suis peut-être en fauteuil roulant, mais je suis un être humain et j'ai droit à une dignité, à un respect. Je suis peut-être non-voyant, mais je vois, je vis. Je suis peut-être sourd, mais j'entends, j'aime, je veux être aimé. Ce sont ces messages d'amour qu'on doit partager. C'est aussi ne pas oublier que nous sommes tous, chacun d'entre nous, un handicapé en sursis. Dans sa préface, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a salué cette œuvre du cœur et de l'esprit qui, selon lui, traduit le sens de l'humanité de ceux qu'on aurait pu appeler les naufragés du sort. Des hommes et des femmes qui auraient pu renoncer à se battre, renoncer à tout, mais qui ont dit non à la résignation. Parmi ces affranchis du sort, racontés par la journaliste, des noms comme l'artiste, chanteur, compositeur Ismaël Isaac, le député et homme politique Soro Kaningui, le magistrat Jean-Baptiste Agaman, mais pas que des affranchis du sort. Il en existe encore dans nos quartiers, nos rues, nos entreprises. Ces personnes qui, malgré leur handicap, se battent avec dignité et relèvent chaque jour les défis de la vie, reconnaît Agnès Crédy. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est décédé ce mercredi soir à 94 ans. Né à Koblenz, Allemagne en 1926, Valéry Giscard d'Estaing, pur produit de l'élite française, diplômé de Polytechnique et de l'ENA, s'est imposé dans le paysage politique dès les débuts de la Ve République en occupant différents postes ministériels à partir de 1962.
VGE avait dirigé la France de 1974 à 1981. L'une de ses dernières apparitions publiques remonte au 30 septembre 2019 lors des obsèques à Paris d'un autre président de la République, Jacques Chirac, qui fut son premier ministre. Emmanuel Macron lui a rendu un vibrant hommage, saluant un chef d'État dont le septennat a transformé la France. Sa famille a expliqué dans un communiqué officiel qu'il a décédé des suites de la maladie à coronavirus. Ces obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale.